Des villes sous des soleils de plomb. En Allemagne, de Berlin en passant par Francfort et jusqu'à Hambourg au nord, les citadins sont heureux de se dorer la pilule. Super, il y a du soleil, que demander de plus? En France, dans les grandes villes comme à Paris, la répétition des épisodes de canicule a fait également quelques heureux. Je trouve que c'est magnifique, il fait un super temps, puis il y a un peu de vent, il fait frais, il n'y a pas trop de monde. Mais plus que des moments de grâce sous le soleil, le point commun de beaucoup de villes européennes cet été, c'est d'avoir dépassé le seuil des 40 degrés, de battre une nouvelle fois tous les records et de frôler l'inconscience. Les villes sont particulièrement exposées à la chaleur car elles sont constituées de surfaces sombres créées par l'homme qui ont tendance à absorber l'énergie solaire et à la transformer en chaleur au lieu de la refléter. Aujourd'hui, plus aucun habitant de Londres, de Paris ou de Berlin ne doute du défi qui les attend. Face à des thermomètres qui s'affolent, des pluies parfois diluviennes et une démographie changeante, pour une situation des plus urgentes et concrètes. Selon les dernières estimations, notre planète va se réchauffer d'1,5 degré en moyenne d'ici la fin de cette décade. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas, soit 10 ans avant la période estimée au départ. D'autres scénarios sont beaucoup plus pessimistes, avec un thermomètre en surchauffe jusqu'à presque 6 degrés de plus. Paris en 2050 gagnerait presque 2 degrés, avec au minimum 22 jours de canicule. Berlin devrait subir au moins 16 jours de canicule. Cette surchauffe, Paris en prend enfin conscience. Une ville musée, totalement inadaptée aux futures conditions climatiques, d'où l'obligation de revoir beaucoup de choses de fond en comble. Le Conseil de Paris a ainsi lancé la création d'une mission d'information et d'évaluation intitulée « Paris à 50 degrés ». La mission d'information et d'évaluation que je vais piloter, non seulement elle sert à montrer à tout le monde l'ampleur du problème et les solutions qu'on a, mais si on fait que ça, ça sera un demi-échec. Moi, il faut qu'on aille vers ces débats politiques, parce qu'une fois qu'on arrive à résoudre les débats politiques, qu'est-ce qui nous reste comme problème? Un problème organisationnel, un problème de compétences, un problème financier et peut-être un problème de matières premières. D'ici 2050, Paris pourrait ainsi avoir un climat proche de celui de Marseille aujourd'hui, avec des canicules un été sur deux, des hivers trop doux, combinés à d'importantes précipitations et des risques de crues augmentés. Mais dans une ville réaménagée au milieu du 19e siècle, avec ses bâtiments haussmanniens, tout reste à repenser. Isolation, pare-soleil, toit en zinc et végétalisation des immeubles. Pourtant, des solutions immédiates existent. Il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois de travail de 15 élus pour dire, en fait, on va sortir les marteaux-piqueurs et débitumiser des places de parking. Juste, on commence à casser le bitume. On n'a même pas besoin de le retirer complètement. J'ai vu des endroits à Lyon où ils avaient fait ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez l'herbe qui commence à pousser là où il y a des places de parking. Et c'est pour tout de suite dire, pour que ça soit visible, dire voilà à quoi la direction qu'on prend. En Allemagne aussi, le rêve estival va bientôt ressembler à un cauchemar. Les périodes de canicule sont de plus en plus fréquentes. Entre 2018 et 2020, près de 20 000 personnes sont décédées en raison des fortes chaleurs. Particulièrement touchées par ce phénomène, les grandes villes, inadaptées à ces nouvelles contraintes. Honnêtement, nous devrions en fait reconstruire les villes, car avant nous avons fortement densifié ces villes. En fait, nous devons nous inspirer du sud. Si vous allez dans le sud de la France ou en Espagne, là-bas les maisons sont construites de manière à s'offrir mutuellement de l'ombre. Pendant des décennies, nous avons fait exactement l'inverse. La maison doit être ensoleillée, le soleil est bon pour la santé. Cette époque est révolue. Plus d'ombre, plus d'espaces verts, moins de béton et moins de places de parking. Berlin veut débloquer dès maintenant près de 800 millions d'euros pour de telles mesures et préparer ainsi les villes à relever les défis du changement climatique. Lorsque des quartiers sont rénovés ou construits, il faut que les couloirs d'air frais, des parcs et des rivières soient imaginés. Villes et communes pourront ainsi se faire cofinancer grâce à l'État des projets de transformation et de végétalisation. Et l'effet n'est pas à sous-estimer.
Un seul arbre évapore environ 300 litres d'eau par jour, soit plus d'humidité dans l'air et un refroidissement digne de 10 climatiseurs. Restent les matériaux à utiliser pour ces transformations. Nous pouvons essayer d'isoler les bâtiments et de les construire différemment, par exemple en bois. C'est possible. Le bois stocke aussi de l'énergie, mais l'énergie, la chaleur, n'est pas transportée et transmise aussi rapidement. Une augmentation de 2 degrés des températures a aussi un impact direct sur les quantités de pluie. La France connaîtrait une légère diminution des précipitations. L'Allemagne connaîtrait davantage d'épisodes extrêmes, de fortes averses sur de plus longues durées. Un phénomène qui s'accentue avec une hausse de 4,5 degrés en France, mais pas chez nos voisins. L'été dernier, la vallée de l'Ar a vécu l'une de ses pires catastrophes. Plus de 100 litres de pluie au mètre carré sont tombés en une seule journée. L'Ar a gonflé de plusieurs mètres. Chaos, panique, incompréhension, bilan de cette tragédie, 134 morts, des milliers de maisons détruites. Un an plus tard, les conséquences restent encore visibles. Ici, il y avait la réception, un salon, un grand bar était là et maintenant, ce n'est pratiquement plus qu'une grande pièce sans vie. Depuis, l'Allemagne s'est dotée d'un système d'alerte permettant d'envoyer des SMS à tous les habitants, y compris avec un réseau quasi nul. Mais un meilleur système d'alerte est déjà à l'étude, et pas seulement pour la population de la vallée de l'Ar. Nous devons regarder partout dans le pays pour voir où nous pouvons prendre de meilleures précautions et comment nous pouvons améliorer les structures de contrôle des catastrophes à l'avenir. Et surtout, nous devons savoir qu'il y a un lien avec le changement climatique. Les climatologues sont unanimes. Les pluies extrêmes comme celle de la vallée de l'Ar sont de plus en plus fréquentes. Car une augmentation de température d'1 degré libère environ 7% de vapeur d'eau en plus, de l'eau qui retombe ensuite en pluie. Là encore, la végétation permet d'éviter l'accumulation d'eau. Une idée est bien sûr de créer des zones dites de rétention, c'est-à-dire où l'eau est un peu retenue et éventuellement infiltrée. Et cela peut aussi se faire sur les toits. On peut bien sûr avoir des toits verts. Je veux dire par là, planter de l'herbe ou des plantes à faible croissance. Et là, en cas de précipitation extrême, elles retiennent l'eau plus longtemps. Des sortes de villes éponges. Hambourg en particulier montre l'exemple. 100 hectares de toitures vertes doivent être plantés d'ici 2024, soit 70% de tous les toits plats de la ville portuaire. À Paris, tout comme dans d'autres villes de France, la question de la montée des eaux, des inondations liées au dérèglement climatique est devenue l'autre question cruciale. Là encore, repenser l'urbanisation est une des solutions pour éviter ce qui semble inéluctable. D'un côté, quand on a des canicules et des sécheresses, on a aussi un problème d'inondation qui va augmenter. Et quand vous décidez de débitumiser et de retrouver de la pleine terre, vous travaillez et sur le problème des canicules et sur le problème des inondations, parce qu'en fait, vous permettez à l'eau de s'infiltrer à différents endroits. Dernier facteur, la démographie. La population mondiale va continuer d'augmenter ces 30 prochaines années, mais de manière inégale. Si le vieux continent continue sa décroissance, l'Asie et l'Afrique vont connaître un boom sans précédent. La France devrait connaître une légère progression. L'Allemagne, avec un faible taux de fécondité, voit sa population chuter. Le quartier des affaires de la City, vide de ses fourmis travailleuses. Voilà à quoi ressemblait Londres durant le confinement. Paris ou Berlin avaient à peu près les mêmes visages. Un exode urbain qui s'est confirmé après la fin des restrictions, aux multiples conséquences. Jusqu'à présent, nous avons toujours connu un fort exode rural. Ça s'est complètement arrêté. La situation s'est plutôt inversée en raison de la pandémie et surtout du home office. Et plus le télétravail est possible, moins il y a de flux de circulation. Ça ne profite pas seulement aux gens, mais aussi et surtout à l'environnement. Exemple, Prédico près de Berlin. 250 âmes au compteur, dont 60 jeunes venus s'installer en raison de la Covid. Un retour à la campagne qui a pu permettre de revitaliser les villages et de désengorger les mégapoles. Mais peut-on imaginer la même chose en France ?
Moi, je ne crois pas qu'on se sorte de toutes les questions dont on vient de parler si on n'a pas une meilleure répartition de la population française sur le territoire. Si tout ça, on n'anticipe pas, on ne l'accompagne pas, on va subir et ça va vouloir dire des baisses de ressources pour la ville et donc une baisse de plus de problèmes à gérer et moins de ressources pour le faire. Une chose est sûre, vivre dans nos villes pourrait devenir de plus en plus insupportable. À Bagdad, en Irak, personne n'avait imaginé un jour voir la ville effacée sous un nuage de poussière, en raison d'un thermomètre dépassant durant plusieurs jours les 50 degrés, puis des tempêtes successives de sable liées à la sécheresse. Un pays que certains prédisent inhabitable d'ici 2050.